Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. Bonjour, aujourd'hui je reçois Félix Carrère qui a réalisé sa thèse en sciences économiques au laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Bonjour Félix. Bonjour. Alors pendant ta thèse, tu t'es posé une seule question, mais pas des moindres. Est-ce que les véhicules autonomes valent le coup ? Alors, il y a un an maintenant, j'avais reçu à mon micro Nathan Lichelet, qui était doctorant, lui, en mathématiques et qui s'était intéressé à la conduite autonome pour optimiser le trafic routier. Toi, de ton côté, tu t'es intéressé à ce sujet de la voiture autonome, mais à travers le prisme des sciences humaines et sociales. Est-ce que les véhicules autonomes valent le coup ? Avant de commencer, quelle est ta définition du véhicule autonome ? Le véhicule autonome ou véhicule automatisé, c'est un véhicule à qui l'on a délégué la fonction de conduite. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre les décisions tout seul pour réaliser les actions de conduite. Est-ce qu'on tourne à droite ? Est-ce qu'on ralentit en prévision d'un obstacle ? Et on va utiliser cette définition-là pour la suite de cette interview. Et notre but ici était de pouvoir se poser la question, finalement, ces véhicules-là, est-ce que ça va intéresser les usagers ? Est-ce qu'il y a un marché pour les entreprises ? Et finalement, est-ce qu'on va avoir une augmentation de la pollution ou une diminution grâce à l'implémentation de ces véhicules ? Alors, on sait qu'il y a des véhicules assistés sur la conduite, mais est-ce qu'ils sont déjà en circulation, ces véhicules complètement autonomes ? Ça paraît un peu science-fiction quand même. Ça paraît effectivement un peu science-fiction, et c'est pour ça qu'en France, les expérimentations qu'on peut voir sont plutôt sur un stade de développement technique. Il y a des normes de sécurité qui vont être plus élevées, donc on va rouler à une allure modérée, on va s'arrêter plus fréquemment en conditions opérationnelles. Mais il y a des expérimentations qui sont un peu plus développées, notamment aux États-Unis. Mais dans l'idée, on n'est pas encore sur un niveau de développement final de ce véhicule autonome ou automatisé. Et donc, ils sont en développement, mais ils ne sont pas encore terminés. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se poser la question. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Et donc, à partir de quels critères tu bases cette question ? Est-ce que ça vaut le coup écologiquement ? Est-ce que ça vaut le coup au niveau du confort ? Quelles ont été les questions que tu t'es posées au cours de ta thèse ? On va essayer de se poser la question acteur par acteur. Et c'est un des intérêts de cette thèse, c'est pouvoir se poser la question d'une part d'abord du côté des usagers. Est-ce que ce mode de transport coûte plus ou moins cher que les alternatives qu'ils ont déjà à leur disposition ? Est-ce que c'est plus confortable, moins confortable, plus pratique ? Et là, on parle d'avoir une véhicule autonome personnelle, individuelle, à la maison ? Ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus partagé ? Et c'est effectivement une des questions qui va se poser, c'est quel modèle opérationnel est-ce qu'on met en place avec ces véhicules ? Ici, les grandes entreprises qui ont mis en place le développement de ces véhicules autonomes, comme Google, mais en France, ça peut être Peugeot ou Renault, elles ont en tête un modèle de développement de taxi automatisé. Donc on est sur un modèle, comme Uber, de véhicules qui passent vous prendre à la demande et qui vous redéposent. Ici, c'est du serviciel. On n'est pas forcément dans un modèle de propriété du véhicule. Par contre, on fait appel à ce service quand on en a besoin. Pour répondre à cette question, est-ce que ça vaut le coup ? À quels paramètres tu t'es intéressé et comment tu t'y es pris ? Est-ce que c'est des interviews avec des usagers ? Comment tu fais pour savoir est-ce que ça va polluer plus ? Est-ce que finalement les gens vont en gagner en confort ? Ici, pour essayer de se projeter dans l'utilisation de ces véhicules autonomes, on va passer par de la simulation de mobilité, qui peut faire un grand mot, mais derrière, ce que l'on a, c'est comme un jeu vidéo. On a des usagers qui ont besoin d'aller au travail, de se rendre sur leur magasin, leur lieu de loisirs. Et pour ça, ils ont besoin de transport. Et donc, on va simuler un territoire et on va leur proposer différents modes de transport. Et on va s'intéresser aux modes de transport qu'eux vont utiliser. Quelle distance est-ce qu'ils vont parcourir ? Quel temps de trajet est-ce que ça va être ? Et on va le comparer à l'existant. Et donc, finalement, c'est un peu comme dans les Sims. C'est un jeu vidéo, mais derrière, on récupère des données. Concrètement, donc il y a ce sorte de jeu, en fait, cette simulation que tu as développée ou qui avait été développée en amont ? Les outils étaient déjà existants et donc on a pu travailler avec d'autres chercheurs comme Tariq Chouaki de Centrale et l'IRT Systemix. Et donc on a pu travailler en collaboration pour mettre en place ces simulations, ces jeux vidéo et ensuite récupérer ces données qui nous ont permis de réaliser des projections. Ça paraît très simple comme ça, mais j'imagine que ces projections sont basées sur des données qui sont quand même réelles. Comment tu as obtenu ces données ? Par exemple, le temps de trajet moyen d'un Français entre son domicile et son travail. Est-ce que c'est des données comme ça dont tu avais besoin ? C'est tout à fait ça. On a plusieurs types de données dont on a besoin. D'abord des données de spatialisation.
Il faut qu'on arrive à faire une carte avec des lieux de départ et d'arrivée pour chacun des usagers. Et ça, on les a grâce à OpenStreetMap notamment. On a besoin des données de déplacement. Donc ça vient des enquêtes de transport qui sont mises en place en France, répandues et accessibles surtout. Et ça nous permet après de définir une population avec ces déplacements d'un point A à un point B, l'ensemble de leur journée de trajet. Et donc, cette simulation, elle peut être très différente selon quand même le lieu géographique. Quelqu'un qui va habiter en campagne va pas faire le même temps de trajet pour aller se rendre au travail que quelqu'un, par exemple, nous on est à Paris, dans Paris. Donc, est-ce que tu as imaginé plusieurs scénarios différents ? J'ai effectivement travaillé sur 3 cas d'études différents. Un premier à Berlin, donc là un contexte urbain similaire à celui de Paris sous une certaine forme, où là on a pu implémenter des taxis autonomes et pouvoir les mettre en concurrence avec notamment la marche, les transports en commun. Le premier résultat ici montrait que si on ajoute un mode de transport routier comme des taxis autonomes, ça va générer du report modal. C'est-à-dire que les personnes qui avant marchaient ou prenaient transport en commun vont prendre un petit peu plus le mode de transport automatisé, et ce qui devrait augmenter légèrement les embouteillages. A l'inverse, on peut prendre le cas d'étude, un milieu rural. Donc j'ai travaillé sur un cas d'étude à Dourdan, au sud de l'Île-de-France. Et ici, l'implémentation des véhicules autonomes, on a pu les tester sous différentes formes, peut-être un petit peu plus attractives. Mais finalement, dans un territoire comme celui-ci, on souffre aussi un peu moins de la congestion. Et ça, c'est plutôt bénéfique. Donc en fait, tout à l'heure, tu nous expliquais que les compagnies imaginaient utiliser le véhicule autonome donc, de façon partagée. Et donc du coup, ce que tu nous disais, c'est que les usagers vont plutôt remplacer leur mode de transport actuel, comme le bus ou la marche, par ces véhicules autonomes. Et donc peut-être finalement avoir un effet rebond. Est-ce qu'on peut reparler de cet effet rebond ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'effet rebond, c'est lors de l'introduction d'un nouveau mode de transport, on peut assister d'une part à un changement d'utilisation des usagers, comme tu as pu le dire, mais aussi un phénomène de ce qu'on appelle de la demande induite. C'est assez simple, ça correspond un peu à l'adage, l'offre crée sa demande. Et donc ici, en implémentant les véhicules autonomes, d'une part, on peut avoir un risque de report modal de modes qui sont plutôt positifs, donc soit des mobilités actives, soit potentiellement des transports en commun. Là, ici, on peut avoir ce report modal-là qui peut générer plus de trafic routier. Mais on peut, en plus de ça aussi, assister à une potentielle augmentation de la demande de manière générale. Donc c'est des trajets qui n'auraient pas été faits s'il n'y avait pas eu ce nouveau mode de transport. Parce qu'il faut aller chercher quelqu'un à un autre endroit, et donc du coup on a cette partie où le véhicule conduit tout seul à vide en fait, c'est ça ? C'est ça. Et donc on a d'une part une augmentation de la demande, et en plus de ça, des kilomètres supplémentaires parcourus, qui d'une certaine manière peuvent se retrouver dans ce que l'on a déjà, par exemple dans des trajets d'accompagnement de personnes, pour aller chercher ses enfants à l'école ou les déposer. On ne réalise pas forcément le trajet pour soi-même, mais finalement, même si on est conducteur et dans la voiture, on pourrait le considérer comme étant un trajet à vide. Donc il faut réussir à faire cette part des choses et cette nuance entre les trajets qui avant étaient réalisés avec une personne, mais d'accompagnement. Et donc c'est très complexe, c'est des modèles informatiques assez poussés. Tu as donc, comme tu disais, travaillé avec un collègue. Est-ce que toi, tu as ces compétences en informatique ? Quelle étude tu as faite pour en arriver là ? Alors moi, j'ai un cursus d'économie traditionnel. Et pour vraiment réussir à maîtriser techniquement ces outils, ce que je recommanderais aux personnes qui sont intéressées, c'est plutôt de se tourner vers des formations d'informatique pour notamment se doter de compétences de développement. C'est des modèles qui demandent d'écrire un peu de code. Et autant moi, j'ai fait des formations, donc je suis capable de comprendre ce code, de l'amender potentiellement, mais de là à développer un outil comme celui-ci, on doit être à 2 ou 3 millions de lignes de code sur l'ensemble de l'outil que j'ai pu utiliser. Là, par contre, on va plutôt avoir besoin de quelqu'un avec des compétences d'informaticien. D'accord. Et donc, pour revenir un petit peu plus aux résultats, donc, du côté de l'usager, tu disais un report modal qui est observé, peut-être un peu plus d'embouteillage, donc finalement de pollution, j'imagine. Et tu parlais un peu des entreprises aussi, plutôt le côté donc, des personnes qui développent ces outils. Est-ce que tu as un peu étudié aussi au niveau économique ce qui se passe pour eux ? Ben si, il y a un nouveau marché à les saisir. C'est un peu l'équivalent de se dire on va mettre en place des VTC sous stéroïdes. On n'a pas besoin de payer de chauffeur. Et donc, dès qu'on a une voiture, on peut la faire rouler. Ce 24-24. Et donc, ici, il y a un réel marché pour eux à les saisir.
Cependant, il y a certains angles morts qui, pour l'instant, ont été assez peu considérés, et ce, tant du point de vue académique que, disons, politique, et ce, à l'ensemble des échelles des acteurs qui sont concernés par le développement du véhicule automatisé. Et c'est la mise en place de l'infrastructure. Il va y avoir probablement besoin de la mise en place d'infrastructures pour accompagner ces véhicules. Et ça va probablement coûter un peu d'argent. Oui, et puis aussi, ça va fonctionner avec des applis, j'imagine, pour réserver son véhicule. Enfin, comme ça existe déjà, mais bon, ça sera un peu plus complexe, vu que là, comme tu disais, c'est du 24/24 et à la demande. Puis il n'y a pas d'arrêt à la demande en disant vous pouvez me déposer au coin, finalement ça m'arrange. D'accord. C'est plus simple. On va parler de la réponse à la question que tout le monde attend, puisqu'on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu as réussi à répondre à cette question à la fin de ta thèse? Je vais donner une réponse de chercheur, un peu nuancée. Si on se penche sur un cas d'étude en milieu urbain, assez dense, avec déjà une circulation congestionnée, ici, l'idéal serait plutôt d'aller chercher plutôt l'automatisation de services en commun déjà existants. À Paris, par exemple, un mode de transport qui a déjà été automatisé et qui fonctionne très bien, c'est le métro. Oui, c'est vrai, il y a quelques lignes sans conducteur et ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Et donc ici, on pourrait peut-être se poser la question, finalement, est-ce que le plus intéressant ne serait pas de développer des lignes de bus automatisées qui bénéficient déjà d'une infrastructure semi-dédiée, ça dépend des parcours. Et donc, en milieu urbain, la recommandation serait plutôt de se projeter sur des modes un peu plus lourds, permettant d'accueillir aussi plus de public, étant donné qu'on a plus de monde dans ces villes-là. D'accord. Tandis qu'en milieu rural, on a des interrogations, malgré tout, sur la pertinence. Comparé à un véhicule conventionnel qui est relativement peu cher, finalement, au kilomètre, qui est performant, parce qu'on n'a pas de temps d'attente avant d'avoir son véhicule qui arrive, ça pose certaines questions. On arrive un peu tard dans l'interview, mais introduire un cas d'étude en zone périurbaine. Oui. Là, moi, j'ai pu travailler sur un cas d'étude particulièrement intéressant parce que on a positionné ces véhicules en interaction avec les lignes de train. Et donc là, ça permettait d'une part de remplir de manière très efficace les véhicules automatisés, et ce, même sur des tailles de véhicules qui sont assez importantes, jusqu'à 8 places, des petites navettes. D'accord. Et donc là, ça pose la question, finalement, dans les milieux sur lesquels on a du train, mais que mettre une ligne de bus pour alimenter cette ligne de train coûte trop cher ou n'est pas efficace, on pourrait se poser la question de la pertinence de véhicules automatisés. Donc dans des milieux plutôt périurbains, du coup. Et on n'en a pas trop parlé, on a parlé de tout ce qui était pollution, émissions de CO2. Au niveau accidents, nuisances, etc., c'est des choses que tu as étudiées également via ces modèles numériques? Tout à fait. La partie sur les accidents, c'est une partie qui était très médiatisée au début du lancement du développement des véhicules autonomes. Donc aux alentours entre 2010 et 2015. Et ce, jusque 2020, on est un peu revenu en arrière depuis. Mais un chiffre avait été beaucoup avancé, celui de 90% de réduction des accidents potentiels. C'est très important et ça vient d'une expression qui dit que 90% des accidents sont dus à une erreur humaine. Et en faisant un raccourci un peu rapide, on se dit finalement on remplace un humain par un ordinateur, donc on réduit 90% des accidents. Et c'est là où il faut peut-être prendre un peu de recul sur la situation. Finalement, on se place plutôt sur une économie une réduction de ces accidents qui serait bien plus faible. J'ai considéré, au vu des projections, autour de 20% par rapport à la distance parcourue. Mais ça pourrait être un petit peu plus. Ceci dit, il faut aussi le mettre en rapport avec la potentielle augmentation de la demande induite, dont on a déjà parlé, qui pourrait compenser ou pas, en fonction des circulations. Puis dans l'environnement aussi, j'imagine, c'est plus difficile en ville où on va y avoir des piétons, des cyclistes, des trottinettes qu'en milieu périurbain où il y a peut-être moins de piétons. Moins de variables à prendre en compte, effectivement, ça doit être un peu plus simple et un peu moins de redondance ou de sûreté à mettre en place. Donc merci pour avoir partagé ces résultats un peu nuancés du coup. En parallèle de ta thèse, tu as aussi été chargé d'enseignement, donc ici notamment à l'école des Ponts. Quels souvenirs gardes-tu de cette expérience ? C'est une expérience que moi j'ai adorée, ce travail de transmission, avec pour moi deux de mes cours préférés qui sont soit les cours d'introduction. On va amener à casser certains stéréotypes que certaines personnes pouvaient avoir, notamment sur l'économie, qui est encore une fois quelque chose que l'on vit tous les jours,
mais dont sa conceptualisation n'est pas forcément présentée au jour le jour. Et après, le deuxième type de cours sont les cours de spécialisation. On va pouvoir accompagner des étudiants et des étudiantes à utiliser des outils directement à mettre en application ensuite dans leur vie professionnelle et donc vraiment les accompagner sur cette entrée de vie professionnelle. Alors, tu as soutenu ta thèse en décembre dernier, si je ne me trompe pas, décembre 2023. Thèse que tu avais réalisée au LVMT, Laboratoire Ville, Mobilité et Transport, donc il y a un laboratoire en co-tutelle entre l'Université Gustave Eiffel et l'École des Ponts, mais également avec une autre structure donc, qui s'appelle VDCOM, dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Donc, explique-nous un peu ce que tu fais maintenant que tu as ton doctorat en poche. Mais j'ai pris ce poste-là un peu avant la fin de mon doctorat. Et là-bas, j'y ai deux rôles. Un premier où je continue mes activités de chercheur en économie des transports. Okay. Et donc, je veux intervenir sur différents sujets de recherche, comme notamment l'infrastructure du véhicule automatisé. Mais j'ai aussi un rôle là de chef de projet, donc avec une approche seulement managériale sur ces projets de recherche. Et donc, ici, ça va avoir comme rôle d'aller monter des projets de recherche, d'aller pouvoir aussi en parler aux différents partenaires que VDCOM peut avoir, avec lesquels nous pouvons travailler. Donc là, je peux citer Renault, Forum Vie Mobile, la Massif, par exemple. Et le but est pour nous de pouvoir leur proposer des sujets de recherche qui pourraient les intéresser et sur lesquels nous pourrions travailler avec eux. La manière dont nous fonctionnons, c'est qu'ils abondent une partie du financement et l'État met l'autre moitié sous la forme d'un versement de l'Agence nationale de la recherche. Donc VDCOM, c'est un institut de recherche ? C'est ça, c'est un institut de recherche spécialisé sur la transition énergétique. Donc on a une approche d'une part très technique avec les ingénieurs qui vont travailler sur l'électrification du véhicule, l'automatisation du véhicule et après la spécialité dans laquelle moi je m'inscris qui est plutôt une approche sciences humaines avec une spécialité technico-économique et psychologie et ergonomie d'autre part. D'accord. Donc on s'intéresse là plus particulièrement au milieu économique et après de l'usager. Merci beaucoup Félix pour avoir pris le temps de partager avec nous ton expérience au LVMT et puis maintenant à VDCOM. Merci beaucoup pour l'accueil. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'École des Ponts ParisTech, ingenius.écoledesponts.fr.